Bonjour. L'innovation dans l'industrie de la construction navale, c'est quoi? En quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'il y a à faire ou qu'est-ce qu'il faut pouvoir faire, etc. Alors, en gros, déjà, faites-nous une présentation de qu'est-ce que l'innovation. J'ai une présentation, je vais Allez-y. montrer. Donc, Pas trop longue. C'était prévu pour une vingtaine de minutes. Je vais essayer de faire Voilà. au mieux. Donc, très bien. Je vais commencer par ça. Oui. Et après, on va voir s'il y a des questions. Très bien. D'accord. Allez-y, on vous écoute. Donc, c'est avec une présentation que M. Ali Setti va nous expliquer ce que c'est que l'innovation dans l'industrie de la construction navale et tous les aspects qui y sont liés et les questions éventuellement que vous pourrez poser pour avoir un complément d'information. M. Ali Setti, c'est donc à vous. Dans cette présentation, nous allons avoir une première partie qui concerne l'historique et aussi l'état des lieux de la construction navale en Algérie. Ensuite, il va y avoir une situation de la construction navale dans le monde, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est et où sont les autres. Et à la fin, on va voir les innovations et éventuellement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour avancer un peu. Donc, dans l'historique, on peut dire qu'à l'indépendance, en Algérie, il n'y avait que les ateliers terrain. Les ateliers terrain travaillaient avec les cales sèches du port d'Alger et la cale de halage de Béjaïa. Ils réalisaient essentiellement des opérations de réparation navale. Vers la fin des années 60, la SNS avait initié un projet de réalisation d'un grand chantier naval au niveau de Mers El Kébir. Ce chantier naval devait réaliser une cale sèche de 280 mètres par 45 mètres de large, 280 mètres de long par 45 mètres de large, un élévateur à bateau de 150 mètres de long, pour la réalisation de cargos et de tonniers en acier, tout ça en acier. Hein. Et... Alors, ne touchez pas le micro. Oui. Ne le touchez pas, parce qu'il fonctionne très bien. Vous restez juste en face du micro. D'accord. Ou alors, voilà. Voilà, ça c'est mieux, je pense. Donc, comme je disais, le grand chantier naval était prévu pour environ 5000 personnes comme employés. Et donc, où est-ce que j'étais? Deuxième ligne. La SNS a cédé ce projet à l'Organisme national de construction navale, qui est l'ONCN, et a commencé à former le personnel. Je suis une des personnes qui a été formée par la SNS. La SNS a formé des ingénieurs en construction navale, en mécanique navale, et aussi des techniciens supérieurs. Les formations ont été effectuées dans les pays d'Europe de l'Est, Pologne, URSS, et les techniciens et techniciens supérieurs ont été d'abord reçus une formation en Algérie, dans les écoles de la SNS, et ensuite ils ont été en Pologne, notamment à Gdansk, les grands chantiers polonais. Et vers 1976-1980, l'ONCN avait lancé un appel d'offres pour la réalisation du grand chantier naval. J'ai fait partie du groupe qui a évalué les offres de réalisation. Et c'était de grands opérateurs qui ont soumissionné. Il y avait Tanaka, Mitsubishi, Dragados et d'autres très importants. Et en parallèle, il y avait le démarrage du chantier naval École de Mers El Kébir. Le projet du grand chantier a été mis en veilleuse et abandonné fin 1980. Donc à l'époque, il y avait vraiment une certaine volonté de réaliser des infrastructures très importantes pour le pays dans le cadre de la construction, éventuellement pour la réparation. En 1982, l'ONCN devient le CRN. Et le CRN a réalisé des constructions telles que des remorqueurs, des sardiniers, des chalutiers, aussi un dock flottant, des pilotines. Et finalement,
le CRN s'est concentré sur les constructions de bâtiments militaires, assez sophistiqués en tous les cas, avec une très bonne technologie. Je voudrais dire que pour la construction navale, il y a plusieurs étapes qu'il faut respecter. Après la signature d'un contrat pour la réalisation d'un navire, il faut d'abord réaliser un projet, déjà le projet d'offre, ensuite le projet technique, ensuite il faut faire tous les calculs, réaliser les plans, ensuite passer, à l'époque déjà, passer de l'étape papier, c'est-à-dire technologie, passer à la réalisation de l'acier avec interface humaine. Une interface humaine pour, disons, dessiner chaque tôle, chaque élément, du plan jusqu'à l'échelle réelle. Actuellement, tout ça se fait d'une façon numérique. Les plans, les calculs, la découpe se fait aussi par des oxycoupeurs numériques à travers des logiciels directement. Donc, comme je le disais, à l'époque, il y a eu aussi la création de l'ECOREP, qui a été créé en 1979. L'ECOREP avait 10 chantiers navals en tout, répartis sur le littoral national. Il y avait 4 chantiers de construction navale, 3 chantiers de construction navale en bois et un chantier de construction navale en résine armée de fibres de verre. Tout ça pour le domaine de la pêche. Actuellement, il ne reste pratiquement il ne reste que le chantier de l'ECOREP Boharon. Il n'y a pas de représentant ici du chantier, non? D'accord. Donc, les navires en bois et résine armés de fibres de verre, l'entreprise a été démembrée et plusieurs unités ont été cédées, privées, Marine nationale, et seul le chantier de Boharon a maintenu l'activité. Les chantiers navals privés ont aussi vu le jour au début des années 80, essentiellement construction navale en résine. Il y a Polyor, Corée Navzemori qui a réalisé dernièrement 3 tonniers de 35 mètres. Polyor de Ain Benian. À la suite du démembrement de l'ECOREP, plusieurs petits chantiers navals ont vu le jour pour la construction navale en résine armée de fibres de verre, pour la pêche, la plaisance, etc. Actuellement, en ce qui concerne la construction navale en acier, en dehors de l'ECRN, seules 2 entreprises publiques ont réalisé les projets suivants. L'ERENAV, 2 pontons plats de 280 mètres de long, classés BV en 2011, plusieurs canaux d'amarrage et engins anti-pollution et des pilotis en projet. L'ECOREP, actuellement, est en train de déjà réaliser un remorqueur et livré au port de Béjaïa. Il y a 2 autres remorqueurs qui sont un en cours de finition pour le port de d'Oran et le 3e est à l'étape construction de la coque. Il faut signaler seulement que pour l'ERENAV, il y a un grand projet de réalisation d'un chantier de réparation navale à Arzeu qui est à côté du nouveau terminal qui est en projet aussi. Ce chantier est prévu pour la réparation navale et sera doté d'un dock flottant de dimension importante quand même. La deuxième partie concerne la construction navale dans le monde. On va voir un peu où est-ce qu'on est situé par rapport à tout ce qui se fait dans les autres pays. Le marché de la construction navale est segmenté par type de navire, cargo, porte-conteneurs, ro-ro, passagers, autres types. Utilisateur final, les sociétés de transport, les militaires et autres utilisateurs, et par zone géographique, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde. La taille du marché de la construction navale était en 2003 d'environ, projet de finalisation, environ 145 milliards de dollars, et les prévisions pour 2028 vont jusqu'à 180 milliards de dollars. Le marché, c'est le marché de la construction, pas du transport. Enfin, ils sont répartis pratiquement en 3 parties égales. Une pour tout ce qui est construction
de navires de transport de marchandises et passagers. Une autre partie, c'est pour les projets militaires. Et la troisième concerne tous les autres, c'est-à-dire les travaux maritimes, les auxiliaires, etc., les plateformes pétrolières, etc. Alors, en ce qui concerne la construction navale, le numéro 1 au monde, c'est la Chine. La Chine a obtenu plus de la moitié de toutes les commandes de construction navale en 2021. Donc, en deuxième position, mais les Chinois, ils sont surtout spécialisés dans les navires de très grande dimension, tels que les pétroliers, céréaliers, etc. Ils ont réalisé même le Badji Mokhtar, notre dernier, et aussi le Tolga pour de Naftal. La Corée du Sud est en deuxième position, et les trois plus grands constructeurs navals sont coréens. Ils sont plus spécialisés dans les méthaniers. Enfin, en troisième position, nous retrouvons le Japon, qui aussi représente 60% de la construction navale. En ce qui concerne les chantiers navals, nous trouvons parmi les 5 plus grands chantiers navals, 3 chantiers navals sud-coréens et un chantier naval japonais qui est le Mitsubishi, suivi de Hyundai. Prenez le mien. China State Shipbuilding Corporation, c'est des groupes, et ces groupes ont un grand nombre de chantiers navals. Par exemple, Hyundai a des chantiers navals au Vietnam, en Indonésie, même en Europe. Suivi par Daewoo et Samsung Heavy Industry. Je vais essayer d'aller vite dans cette partie. L'Asie, on retrouve en Asie aussi de grands pays, des pays qui font beaucoup de construction navale, Taïwan, l'Indonésie, l'Inde, Philippines, l'Australie, Singapour, le Vietnam, l'Iran. Par exemple, le Vietnam est actuellement en 7e position au monde. Mais il y a plusieurs chantiers qui appartiennent à des groupes, soit asiates, soit européens. Les pays de l'Asie détiennent 45 à 50% du marché mondial de la construction navale. Il y a un autre point à signaler, c'est la destruction. Construction, destruction. La destruction, il y a 90% de la destruction est détenue par des pays de Bangladesh, l'Inde et le Pakistan. Il y a aussi au niveau de la Turquie et de la Grèce. En Europe, la construction navale s'est spécialisée beaucoup plus sur des technologies de pointe, les passagers et les yachts de grand luxe. L'Allemagne, avec 130 chantiers, plus de 130 chantiers, dégage le groupe Thyssen, qui est le leader vraiment, que ce soit dans le domaine militaire ou civil. En France, nous avons 2 groupes importants. C'est Naval Group, qui est spécialisé surtout sur les projets militaires, tels que les sous-marins. Et nous avons les chantiers de l'Atlantique, qui aussi sont spécialisés dans tout ce qui est croisière, les paquebots, etc. Il y a d'autres petits chantiers, tels que OCA, qui est plus spécialisé dans le militaire, et l'aluminium. Il a livré en Algérie 20 vedettes de CD. J'ai oublié le type de navire. Mais ils sont grands, de 30 mètres de long. En Italie, le groupe Fincantieri, c'est le principal acteur en construction navale. Il est installé en Italie, bien sûr, avec quelques chantiers navals, mais il est aussi installé en Amérique du Sud, il est installé en Europe aussi, en France par exemple. Les Pays-Bas, au niveau des Pays-Bas, le principal groupe, c'est Damen Shipyard. Et dommage que le représentant qui était prévu n'est pas venu. Le groupe Damen Shipyard, c'est un groupe qui a plus de 36 chantiers navals dans le monde. Et il touche pratiquement à tous les secteurs, que ce soit le militaire, les passagers, les pétroliers, etc. D'ailleurs, il
Le navire de Naftal a été construit en Chine par Damen. Il y a aussi d'autres pays comme la Russie. La Russie est beaucoup plus spécialisée dans le militaire. Et le chantier naval de Sevmash à Severodvinsk est spécialisé dans les sous-marins nucléaires. Par exemple, le Kursk a été construit au niveau de Sevmash. Il y a des remorqueurs algériens dont les coques ont été construites aussi à Sevmash, comme Sidi Abdelrahman, l'État Sina, Riga. Il y a aussi le Baltijski Zavod de Saint-Pétersbourg qui est beaucoup plus spécialisé dans les brise-glaces à propulsion nucléaire. D'ailleurs, la route de l'Arctique, il se prépare pour ça. Hein. En Espagne, le principal acteur, c'est Navantia, qui est plus militaire que civil. Il a plusieurs chantiers navals à Cartagena, Ferrol, Cadix, etc. Il y a plusieurs autres chantiers navals en Espagne. Armon qui a réalisé en 2018, je crois, 5 ou 6 remorqueurs pour l'Algérie, a racheté le Hijos de Barreras. C'est un autre chantier qui est à Vigo et qui réalise même des navires de transport de passagers. La Turquie aussi arrive. Ce pays occupe la 3e position dans la liste mondiale de constructeurs de grands yachts de luxe. Et aussi, la Turquie réalise des navires militaires, des navires de commerce, des chimiquiers, etc. Enfin, pour l'Amérique, je n'ai sélectionné que des pays. Les États-Unis, c'est le plus grand chantier naval des USA, construisent des bâtiments pour les forces navales, porte-avions, sous-marins, frégates, etc. Portsmouth Naval Shipyard et le Norfolk. Le Norfolk et le Huntington. Mais beaucoup de chantiers navals existent aussi aux USA. Et ils ont une loi qui interdit de faire construire des navires destinés au marché local à l'étranger. Donc tout le marché interne aux USA est réalisé par des chantiers navals américains. Je voulais aussi parler de la Grande-Bretagne, où Boris Johnson avait alloué plus de 4 milliards de livres sterling pour la modernisation des chantiers navals. Aux USA aussi, il y a beaucoup de subventions pour booster, pour développer les activités navales. Au Brésil aussi, il y a beaucoup d'autres chantiers navals et militaires. Les autres pays d'Amérique, Canada, Argentine, Mexique, Cuba, etc., possèdent des chantiers navals pour la réparation générale. En ce qui concerne la construction, c'est surtout pour les petites unités où ils ont des chantiers navals qui appartiennent à des groupes européens ou asiatiques. Enfin, pour l'Afrique, en Afrique, le champion, c'est l'Afrique du Sud. C'est le leader de la construction navale en Afrique, avec ses chantiers navals à Sandok, Ostra, Shipyard, Durban et Cape Town. Ils ont des cales sèches de 350, 200 et 150 mètres, des docks flottants 150 mètres, et leur permettent de réaliser des navires de grande dimension. Ils ont aussi d'autres chantiers navals de moindre importance pour la réalisation de remorqueurs. Et Damen, le groupe Damen possède un chantier naval au niveau de l'Afrique du Sud. Le Kenya a rejoint les nations capables de construire des navires, le seul en Afrique de l'Est et centrale. Et il a réalisé dernièrement un grand navire. Le Nigeria, le chantier naval de Victoria à Lagos, réalise des navires militaires de petite dimension. L'Égypte, le chantier naval Alexandra Shipyard réalise des navires militaires, corvettes, etc., en coopération avec Naval Group, le groupe français, le chantier naval de Port Saïd, un des chantiers navals
associés aux autorités du canal, réalisent des navires de petite dimension. De nombreux pays d'Afrique, Mauritanie, Maroc, Sénégal, possèdent des moyens de mise à sec et réalisent des opérations de réparation. Au Sénégal, par exemple, il y a 2 cales sèches. Ils ont 2 cales sèches. Et une idée un peu sur le taux de croissance du marché de la construction navale par région. On peut voir que l'Asie, Océanie, Asie-Pacifique, c'est la région la plus développée, avec le taux de croissance le plus élevé, suivi par l'Europe avec Russie et États-Unis, et enfin tout le reste, l'Amérique du Sud, l'Afrique et le MENA, Afrique, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Nous sommes avec un bas taux de croissance. Les innovations dans l'industrie navale. Les nouveaux logiciels, il y a de nouveaux logiciels destinés à la conception, calcul théorique, stabilité, chargement, de plus en plus perfectionnés et qui font gagner du temps dans l'élaboration de la conception du navire. Ensuite, la mécanisation, qui est en augmentation dans la réalisation essentiellement de coques, pour réaliser de grands éléments de structure du navire d'une façon automatisée, avec des dispositifs qui les retournent, soudage automatique, etc. Ensuite, il y a l'intégration de la technologie des capteurs. La connexion de toutes les machines aux capteurs aide les marins et les techniciens des navires. La robotique et l'impression 3D. Les robots peuvent également être utiles dans les environnements dangereux en assurant la navigation, la rotation des navires. L'impression 3D a également un impact sur l'industrie maritime. Elle permet de disposer rapidement de pièces de rechange à bord de navires. Avec des imprimantes 3D à l'intérieur d'un navire, en cas de panne, ils peuvent essayer de réaliser une pièce, un pignon, etc. Le contrôle autonome. Les technologies intelligentes aident les navires à garder le cap sans nécessiter l'intervention constante du capitaine. Ça existe partiellement déjà à bord des navires. La réalité augmentée. Elle contribue à l'efficacité de la maintenance et des inspections des navires. La réalité augmentée est également présente dans le processus de construction et de conception des navires. Il y a aussi pour les inspections. Elle peut être utilisée pour les inspections des navires. Les systèmes de propulsion des navires. Le contrôle des systèmes de propulsion par la technologie intelligente permet à un dispositif de prendre des décisions et de contrôler rapidement avec une grande précision. Là, nous nous retrouvons avec aussi les navires autonomes. Les navires autonomes, c'est une réalité déjà. Et certains bureaux de classification ont déjà élaboré des règlements concernant les navires, la sécurité des navires autonomes. Ça, c'est un exemple d'impression 3D de navire. Donc, l'imprimante réalise le canot, il fait 6 mètres et quelques, complètement par impression 3D. J'ai vu d'autres projets beaucoup plus grands que ça, en 3D. Enfin, comment développer l'industrie navale en Algérie? L'investissement, avant tout. Il faut investir dans les équipements et les personnes, ainsi que dans les systèmes, le management, c'est-à-dire tout ce qui est organisation pour gérer tout ça. Donc, pour ces investissements, certaines entreprises ne peuvent pas répondre. Donc, ils doivent pouvoir bénéficier de subventions ou d'aides de l'État. Ensuite, parce que la construction navale, c'est une activité qui nécessite des investissements très lourds. Une cale sèche, en Angleterre par exemple actuellement, il y a des cales sèches qui ont 2 siècles, qui existent depuis 2 siècles. Un dock flottant, c'est un investissement qui coûte très cher et aucun privé en Algérie ne peut investir de telles sommes, ni entreprise publique d'ailleurs. Donc, prise en charge par l'État des coûts des moyens
de mise à sec, cale sèche, dock flottant, cale de halage. En 1980, je vais essayer de me souvenir, 94 ou 95, le projet Appel d'Or. Il y a des experts anglais qui sont venus, qui ont fait toute la côte algérienne. Ils ont analysé tout l'existant et ils ont dit que nous n'avons pratiquement rien. Aucun moyen de mise à sec qui puisse... Bon, il existe bien sûr le dock flottant de Béjaïa qui fait 15 000 tonnes. Deux cales sèches au niveau du port d'Alger, 136 mètres et 75 mètres. Quelques cales de halage qui peuvent encore... Il y a la cale de halage d'Oran qui est l'une des plus importantes en Algérie. Les autres cales de halage sont d'un niveau assez faible. Il y a des chariots, pas des chariots, des élévateurs à bateau de petites dimensions, 150 tonnes, 200, donc qui sont utilisés pour la pêche essentiellement. Alors que l'Algérie a besoin, si on veut réparer tous les navires en Algérie ou faire de la construction de navires de grande dimension, on doit avoir toute une série de moyens de mise à sec, mise à flot, sur tout le littoral, et avec de grandes dimensions. Et l'étape suivante, c'est le partenariat avec des chantiers navals renommés. Parce qu'un chantier naval de grande renommée ne viendra pas en Algérie pour mettre beaucoup d'argent. Il viendra ici pour apporter son savoir-faire, ses méthodes de travail. Au niveau de l'OCRN, quand le chantier de l'ONCN avait démarré, l'ONCN avait bénéficié des procédures existantes au niveau du chantier naval de Gdansk, Gdynia. Donc, c'est une étape qui a été gagnée. Et ça, c'était... Et enfin, il y a la formation. La formation actuellement pour la construction navale, nous avons l'Institut IJCMO d'Oran qui forme des architectes navals, des ingénieurs en mécanique navale. Mais il faut d'autres structures pour le perfectionnement du personnel et sa familiarisation avec l'activité navale. Nos centres de formation professionnelle forment des soudeurs, des chaudronniers, des tuyauteurs, etc. Mais il leur faudrait un perfectionnement ou une familiarisation avec l'activité. C'est des structures qu'il faut créer aussi. Merci pour votre attention. Je crois que c'est tout. Merci, Monsieur Sali. Donc, vous revenez. Moi, j'ai déjà quelques questions pour vous. Alors, c'est vrai que c'est intéressant aussi, c'est passionnant, on apprend énormément de choses. C'est complètement différent de tout ce qu'on a vu. Absolument, et c'est vraiment une projection sur l'avenir. Alors, je retiens quelques petites choses, chacun. Est-ce qu'il y a d'abord des questions avant que je pose mes propres, à part Monsieur Rezel? Oui. Alors, allez-y. Vous allez poser vos questions, je poserai les miennes après. Voilà. Merci. Pardon, mademoiselle. Monsieur Rezel, nous vous écoutons. Ce n'est pas une question, mais peut-être un complément d'information. Un complément d'information sur le carnet de commandes des chantiers navals dans le monde, avec les nouvelles technologies qui sont imposées par la réglementation internationale en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le micro en face, s'il vous plaît. Maintenant, toutes les nouvelles commandes des navires de dernière génération doivent brûler du combustible vert. Donc, il va y avoir un grand marché de déconstruction. Tout le problème est là. Comment construire de nouveaux navires et comment démolir la flotte actuelle qui va être dépassée dans quelques années. Il y a ce marché-là, mais aussi il y a le marché du retrofitting. Ça veut dire les navires existants qui ont encore de l'âge, qui ont encore de l'avenir. Il faut les équiper en moyens de propulsion hybrides ou des moyens de propulsion qui utilisent le carburant. Ceci dit, ça veut dire pour notre flotte, un seul navire, c'est le dernier navire
à passagers qui est construit ce qu'on appelle LNG ready. Ça veut dire qu'il peut être à tout moment basculé vers le GNL. Et on aurait dû le construire directement en GNL ou un autre combustible vert. Qu'est-ce qu'on va faire avec le navire actuel de la CNAM? Donc il y a des étapes transitoires avant ça veut dire soit les équiper avec des tours de lavage, des scrubbers, c'est une solution transitoire. En attendant soit leur remplacement par des navires green, mais surtout ceux qui sont en attente d'être commandés. Là, il faut passer directement à l'énergie verte. Tout à l'heure, on a parlé d'énergie verte. Le problème des énergies et des combustibles verts, c'est qu'il n'y a pas la quantité suffisante pour le commerce mondial. Il n'y a pas une matière ou un combustible. Ni l'hydrogène, ni le méthane ne sont pas en quantité. Donc, il y a des navires qui font du GNL, des navires au méthanol, de l'éthanol, et il y a d'autres alternatives. Ça veut dire continuer avec la biomasse. Il n'y a pas suffisamment de quantité. C'est pour ça qu'il y a des solutions alternatives. C'est d'équiper des navires qui continuent du fossile, mais avec un système on capte le carbone à bord, on le stocke, on le liquéfie et on le revend. Il y a tout un marché du carbone. Donc il faut s'inscrire dans cette vision lorsqu'on va investir dans la construction navale, mais surtout qu'est-ce qu'on doit faire avec la flotte existante et surtout celle qui va être commandée. Merci. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit en rappelant certaines règles essentiellement de MARPOL. MARPOL, c'est une convention internationale pour la prévention de la protection de l'environnement marin, dont l'annexe 6 est apparue aux environs 2001 à peu près. Elle comporte plusieurs parties. Et la plupart d'entre elles sont des contraintes pour les navires existants, les anciens navires, et constituera une charge ou des coûts supplémentaires pour les nouvelles constructions. Il s'agit d'abord surtout des oxydes d'azote concernant les propulsions, les moteurs diesel. Donc les taux des oxydes d'azote sont très réglementés. Ensuite, la deuxième chose, c'est les oxydes de soufre. Et c'est là, M. Rezal a parlé des scrubbers. Les scrubbers sont des installations très encombrantes. Elles sont essentiellement dans la partie cheminée du navire, avec des rideaux d'eau pour laver les gaz d'échappement et ensuite les traiter soit les traiter, soit les conserver à bord et les rejeter à terre. Ça, ce n'est pas le plus dur. Ensuite, il y a c'est les règles 19 à 29 du chapitre 4 de la MARPOL. Ces règles-là imposent pour les nouveaux navires d'avoir un taux de rejet de carbone inférieur ou égal à un certain taux standard. Ces taux standards ont été réalisés sur la base de statistiques et d'expérimentation. Donc un navire, avant sa construction, doit faire des essais en bassin, sa maquette doit faire des essais en bassin, où on essaye d'affiner sa forme, la forme de son hélice, et aussi sa vitesse, sa puissance, et aussi son deadweight, c'est-à-dire ce qu'il peut charger comme personne, comme marchandise, etc. Et si un navire dépasse le taux, il est obligé de jouer sur l'un des paramètres existants. On a eu cette expérience avec le Badji Moukhtar, justement, qui était prévu avec une certaine puissance. Et après essai dans le bassin, au niveau du bassin, en présence des mécanismes du fabricant des moteurs MAN, après 3 tentatives, en affinant la forme de la coque, de l'hélice, en optimisant la forme de l'hélice, après la 4e, il a fallu réduire la puissance des moteurs
pour rester dans un taux, disons, acceptable d'émissions de CO2. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. Ensuite, il y a la même, ça s'appelle EDI, Energy Efficiency Design Index. Et maintenant, depuis janvier, je pense, janvier 2023, pratiquement, pour le EDI, il y a deux étapes. La première étape, je disais, en bassin, où on établissait un certain taux. Et la deuxième étape, quand le navire est terminé, au niveau des essais, on revérifie, on recalcule l'existant. En cas de problème et que ça consiste, puisqu'on ne peut plus toucher à la coque, c'est le deadweight du navire qui doit être réduit pour diminuer la consommation automatiquement et les rejets. Pour les navires existants, la même opération est obligatoire aussi. Ça s'appelle EEXI, Energy Efficiency pour les navires existants. Donc pour ces navires aussi, il va y avoir des essais qui sont effectués. Établissement de... Bon, c'est un peu rébarbatif, je sais que c'est... En tous les cas, c'est pratiquement la même chose qui est refaite pour les navires existants. Et voilà. Donc tout ça, ça va être des coûts et des complications supplémentaires pour la construction et pour l'exploitation. Alors justement, tout à l'heure, vous parliez de partenariat avec des chantiers étrangers. Lesquels seraient privilégiés par l'Algérie? Il y a un grand problème. En Algérie, il y a un grand problème. Bon, on ne parle pas de problème en tous les cas. En tous les cas, il y a eu plusieurs tentatives. L'ERENAV, par exemple, en 2008, je crois, 2008 ou 2009, avait fait un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre de la procédure du ministère de l'Industrie. Mais il n'y a pas eu de chantier intéressé, surtout en raison du système bancaire et du système de douane. Il y a eu même une fois, M. Damen, le propriétaire du groupe, est venu, après insistance de notre part, il est venu à l'ERENAV, il a discuté avec les principaux responsables, il est parti au port, il a vu le chantier naval, etc. Il a été même à Méditerranée pour voir le premier navire construit par Damen pour l'Algérie, enfin, au début des années 70. Pour vous dire qu'il a attaché une grande importance à l'Algérie, mais malgré ça, en raison des contraintes, disons, administratives en Algérie, ça n'a pas été possible de conclure. En 2023, on en est où? En 2024, en 2025, est-ce qu'il y a des projets? Oui, il y a le projet de réalisation d'un nouveau chantier naval pour l'ERENAV, mais il faudrait... C'est à Arzeu. Arzeu, il y a un grand projet de réalisation d'un terminal à conteneurs, et à côté, il y a un nouveau chantier de réparation navale. Vous avez dit aussi tout à l'heure qu'en 1980, il n'y avait aucun moyen de mise à sec pour... Est-ce que 40 ans après, les choses ont changé? Oui. En 1980 ou avant, il y avait les deux cales sèches qui datent de la fin du 19e siècle. 1902, par exemple. Les portes des cales sèches ont été réalisées en 1902. Rivetées et tout. Elles ont été renouvelées entre-temps par des constructions plus modernes. Les pompes aussi étaient vieilles, etc. Donc il y avait les deux cales sèches, il y avait les cales de halage et il y avait, au niveau de l'ECRN, il y avait uniquement une cale sèche. Entre autres, la Marine nationale a beaucoup développé. Ils ont deux docks flottants, un élévateur à bateau, etc.
avec des installations assez sophistiquées. Alors, Monsieur Ressel, tout à l'heure, a parlé justement de la déconstruction des navires de plus anciens. On sait qu'on connaît un peu la situation chez nous. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on a déjà une idée de ce qui va se passer au moment de la déconstruction, au moment où il faudra rentrer dans une ère plus propre, en quelque sorte, pour ce qui est de la navigation maritime? La déconstruction, c'est un créneau qui n'est pas à négliger, mais ça se fait déjà en Algérie. Il y a des navires qui ont été détruits, disons. Ici en Algérie, mais de petites dimensions. Des dimensions équivalentes aux moyens de mise à sec. Parce qu'il faut rester toujours dans un cadre dans nos possibilités. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions encore pour Monsieur Sali? Oui, monsieur là-bas. Mademoiselle, merci. Voilà, le micro arrive. Vous vous présentez, s'il vous plaît, monsieur, puis vous posez votre question. Salam alaikum. Donc, c'est Ben Belkacem Slimane de Iproc Shipping Company. Je voudrais juste revenir à un sujet d'actualité qui concerne la décarbonisation. Je saisis déjà l'opportunité de la présence de la représentante de la CNUSED et de monsieur l'ex-DMP, M. Arzal, avec lesquels j'espère avoir un peu plus d'éclairage. Donc, concernant la décarbonisation, comme tout le monde le sait, on a mis en place toute une série de combustibles à utiliser dans un futur proche. En tête, il est venu le méthanol. Ensuite, la deuxième probabilité, c'est l'ammoniac. En troisième, et qui est quand même assez lointaine dans le temps, parce qu'on le dit comme troisième, mais quand même très lointaine, c'est l'hydrogène. Il y a aussi un moyen qui est utilisé, mais ce n'est pas pour remplacer à 100% les systèmes propulsifs pour l'aide de production d'énergie électrique, qui est la voile. La voile, c'est un moyen qui est utilisé actuellement juste pour diminuer des émissions. C'est-à-dire, en utilisant la voile quand il y a du bon vent, on diminue la quantité de combustible utilisé. Donc, c'est par voie de conséquence, on aura diminué la quantité de gaz émis. Alors, quelle est la question, s'il vous plaît? Oui, et j'y arrive directement. Mais maintenant, on parle du moyen le plus propre, qui est le nucléaire. Et c'est ça, l'énergie la plus propre à laquelle, peut-être, probablement, on devrait songer. L'Algérie devrait songer. Donc, ma question est la suivante. Comme tout le monde le sait, le nucléaire, ce n'est pas un mot léger à prononcer. À l'échelle mondiale, j'entends. Donc, déjà, je commencerai par demander, est-ce que les instances internationales vont autoriser l'utilisation de cette énergie à bord des navires civils? Comme vous savez, la technologie du nucléaire n'est pas à la portée de tout un chacun. C'est une science spécifique et je ne sais pas, déjà sur le plan international, est-ce qu'il sera permis aux pays tiers-mondistes comme le nôtre, excusez-moi, je mets ça entre guillemets, d'y accéder. Et la deuxième partie de ma question réside en nos propres autorités. Est-ce qu'il y a des textes réglementaires ou bien des décisions qui vont être entreprises justement pour la prise en charge de cette énergie à laquelle il n'y a pas de rechange encore plus propre? Et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour ces questions. On laisse M. Sali répondre et puis on prend votre question. Seulement deux mots. En ce qui concerne la propulsion nucléaire, elle est essentiellement utilisée dans le militaire. C'est les porte-avions, les sous-marins nucléaires. Mais il existe des navires civils propulsés par l'énergie nucléaire. Il s'agit essentiellement des brise-glaces soviétiques, ex-soviétiques actuellement. La Russie continue à construire des brise-glaces nucléaire, à propulsion nucléaire. En ce qui concerne la réglementation, pour l'Algérie, je n'ai aucune idée. Merci. Alors, Monsieur Rezel, allons-y.
Le micro arrive avec la demoiselle. On vous écoute. Quand j'étais étudiant à l'Institut supérieur de Bousmaïl en 1983, mon mémoire de fin d'études, c'était l'avenir de la propulsion nucléaire dans la marine marchande. Je me suis intéressé un peu à ce sujet. Lorsque j'étais à l'étranger, nous avons visité une centrale nucléaire. Mon professeur était américain, un officier des gardes-côtes. J'ai commencé à déposer des questions un peu plus sensées que les autres. Il m'a dit, M. Rosal, sur quel réacteur vous avez travaillé? Je lui ai dit, pour revenir, ça c'est juste pour l'anecdote. S'il n'y avait pas la bombe nucléaire jetée sur le Japon, il n'y aurait pas cette crainte pour introduire la propulsion nucléaire à bord des navires civils. Il y a eu 4 prototypes. Le Savannah, un navire cargo américain dans les années 40. L'Otoan, c'est un japonais cargo. Le brise-glace Lénine, c'est je crois 4 ou 5. Des navires marchands. Hein. Ensuite, ils ont été exploités, mais il y a eu cette réticence par les autorités portuaires et les autorités civiles de laisser des navires nucléaires avec toute l'arrière-pensée sur le nucléaire, d'en rentrer dans les ports et de faire des opérations commerciales. Ceci dit, en ce moment, l'option de la propulsion nucléaire à bord des navires marchands dans un futur proche, pour ne pas dire dans les 10-20 ans, est une option assez sérieuse. Il y a des sociétés de classification qui commencent à élaborer des réglementations et des compagnies qui s'intéressent en optant pour des nucléaires compacts, de petite dimension bien sûr, pour les navires de commerce. Ça, c'est l'avantage du nucléaire, c'est que vous sautez, vous changez le combustible une fois tous les ans. Donc, vous avez une autonomie extraordinaire, hein, une année pour changer le combustible. C'est toujours à l'échelle expérimentale, mais ce n'est pas impossible. C'est une technologie qui va arriver. Comme je l'ai dit, il n'y a pas un combustible qui va régler tous les problèmes. Même l'hydrogène. L'hydrogène, c'est à long terme. Il y a ce qu'on appelle le combustible de transition, c'est l'hydrogène jusqu'à 2035. Ensuite, il y a le méthanol, l'ammoniac et l'hydrogène. C'est pour ça que vous entendez tous parler des pays qui sont en train de lancer des projets d'envergure. Et je suis content de voir que l'Algérie s'intéresse pour devenir un hub en matière d'hydrogène et même, on parle du corridor d'hydrogène vers l'Europe. Donc ça va être un mix énergétique pour la propulsion. Il y a les batteries électriques, il y a tous ces aspects. Mais la difficulté, c'est quoi? Pour produire ce qu'on appelle des énergies vertes. Ce n'est pas parce qu'on va prendre le GNL d'Arzeux et le mettre, on le considérer comme énergie verte ou le méthanol. Ce qu'on appelle une énergie verte, well to wake. Well to wake, c'est quoi? C'est du puits jusqu'au moteur. Tous ces processus doivent être élaborés sur des énergies vertes. Ce n'est pas parce que si on prend actuellement le GNL, il est liquéfié, on utilise des moteurs, de l'électricité qui est produite sur la base du fossile. Donc ce n'est plus une énergie verte. Effectivement. Donc il faut une énergie verte du début jusqu'à tout le process. Tout ça la difficulté. Durant tout le process. Si on utilise le solaire, qui est une énergie verte, pour produire de l'hydrogène qui est vert, là c'est une énergie purement verte. Mais si on le fabrique à partir comment on appelle ça, comment on produit la dialyse, ou comment on appelle ça, l'électrolyse. L'électrolyse, ce n'est pas un hydrogène vert. Donc c'est well to wake et well to well. Même jusqu'à, lorsqu'on produit du CO2, pour l'enterrer dans des puits,
C'est tout le processus qui doit être vert. Et c'est ça la difficulté, c'est ça le challenge et c'est ça le défi. Eh bien, c'est pour ça que l'énergie nucléaire devient une option. Parce que directement, on rentre dans une énergie verte, propre et à long terme. Merci, Monsieur Razel, pour toutes ces informations. Vous connaissez bien votre sujet. Alors, nous avons Monsieur... Voilà. Mademoiselle, pour Monsieur, s'il vous plaît. Question. Merci pour ce complément d'information, hein, Monsieur Razel. Voilà. Nous vous écoutons. Merci. Je vais peut-être vous étonner. L'énergie nucléaire est un sujet extrêmement passionnant, mais non pas minuit. Minuit sont perturbés par bien d'autres choses et bien terre à terre. Et je regrette un peu dans ces journées qu'on n'ait pas parlé de la prise en charge des navires vraquiers, qui constituent quand même peut-être 70% du trafic algérien. On a beaucoup parlé des conteneurs et de la ligne régulière, mais la prise en charge des navires vraquiers pose également d'énormes problèmes aux opérateurs algériens. Des problèmes dus à l'organisation du travail portuaire, aux tarifs pratiqués, des problèmes également dus à la mise en place depuis une vingtaine d'années d'un certain nombre de politiques ou de stratégies de contournement qu'un certain nombre d'opérateurs, importateurs, étant le marché essentiel pour l'Algérie, et un certain nombre de transporteurs, disons pas de classe A. Parmi ces stratégies de contournement, il y a la mise en place d'un, je ne sais même pas comment un côté, non, je sais pas, un phénomène qu'on appelle COP, C-O-P, Custom of the Port, qui permet de fixer des taux de fret selon les coutumes portuaires, qui ne sont pas réellement basés sur des éléments probants, tels que les cadences de débarquement, les performances des équipes à l'heure, au shift. Et donc, on fixe un taux de fret sur un séjour probable du navire entre la rade et le quai. Allez, 7 jours, 8 jours, 10 jours. Et le plus important, c'est que le paiement des taux de chartered freight sont transformés par le biais, en faisant appel à des connaissements, sont transformés en connaissements frais payables à destination. Et les transferts, les paiements sont faits sans que personne ne se soucie du taux de frais réel appliqué à ces voyages. Et bien évidemment, j'ai eu affaire à des cas comme ça. Et j'ai même essayé de bloquer des opérations comme ça, mais ça n'a pas marché, je n'avais pas les bras assez longs. Et donc, les opérations continuent à se faire, et je pense qu'elles se font encore aujourd'hui. Et si on n'arrive pas, nous, dans notre travail quotidien, à régler ces histoires-là, vous pouvez me parler de nucléaire, d'économie bleue, d'économie verte. Moi, je m'en fous. La réalité quotidienne de l'Algérie est celle-là. Et si on ne la règle pas, si ces forums ne donnent pas la possibilité aux opérateurs que nous sommes de prendre de façon très sérieuse ces questions, excusez-moi, très terre à terre, tout le reste, pour moi, c'est de la philosophie. Et je ne crois pas parler comme mon nom. Tous les gens qui sont engagés dans ces processus-là affrontent ces questions. Il y a des gens malhonnêtes partout. On va condamner personne pour ça. Mais il y a aussi des gens qui s'inquiètent. Et il faudrait peut-être les écouter. Donc je ne veux pas aller plus loin dans ces questions-là, mais c'est des questions très, très sérieuses. Merci de m'avoir écouté. Écoutez, de toute façon, il y a le représentant du ministère du Transport qui prend note de toutes les doléances, n'est-ce pas, monsieur? Oui? Non? Oui, non. Bon. Modeste. Alors, pour conclure, monsieur Sali. Bon, pour conclure, je peux dire une chose, c'est que en Algérie, les personnes existent, la main-d'œuvre qualifiée, les ingénieurs, tout le savoir-faire existe. Et pour qu'ils ne se perdent pas, il faudrait vite aller vers des constructions beaucoup plus importantes. Et pour cela, il faut qu'il y ait des subventions. Il faut copier ce qui se fait ailleurs. Hein. Des pays comme l'Angleterre, les États-Unis, beaucoup d'autres pays subventionnent même le privé ou le public, hein, au même niveau.
et les infrastructures importantes, surtout les infrastructures de mise à sec des navires, doivent être prises en charge